Le conflit au Vietnam semblait englober tous les aspects du combat moderne, dans les années 1960 et 70, de la guérilla à la guerre blindée, de la puissance aérienne technologiquement avancée aux petits bateaux de 4 hommes armés de mitrailleuses. Il semblait ne pas y avoir de fin aux missions dangereuses pour les forces des États-Unis engagées à repousser les insurgés communistes Viet Cong du sud du Vietnam et leurs partisans du nord. Cependant, certains emplois se démarqueront toujours un peu plus que d'autres en ce qui concerne le risque impliqué. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner seulement 3 des emplois les plus dangereux entrepris pendant la guerre du Vietnam. Pour chaque impliquant de l'armée, la marine et de l'armée de l'air des États-Unis. Bienvenue aux guerres du monde. Pendant des siècles, les habitants de l'Asie du Sud-Est ont fortement dépendu du fleuve Mékong pour le transport, ce dernier agissant comme une autoroute naturelle à travers la jungle dense. Classé comme le 12e plus long fleuve du monde, le Mékong s'étend sur environ 3050 miles et traverse la Chine, le Laos, le Cambodge et finalement le sud du Vietnam, où il se jette dans la mer via le vaste delta du Mékong. Le delta lui-même est composé de centaines de petites rivières réparties sur une zone de 15 600 miles et a longtemps vu de lourds transports par bateau. Le trafic sous forme de jonques, sampans et radeaux pour les guérillas communistes Viet Cong, le delta du Mékong était un hub logistique vital qu'ils utilisaient pour transporter des hommes et du matériel à travers le sud du Vietnam, se fondant parmi les soi-disant gens du bateau afin de ne pas attirer l'attention. Dès le début des opérations de combat, la marine américaine a été chargée de localiser les transports Viet Cong et de les capturer ou, si nécessaire, de les détruire, ainsi que leurs équipages, pour affamer les forces Viet Cong de l'armée sud-vietnamienne. Mais il y avait un problème. Les patrouilleurs existants de la marine étaient principalement conçus pour une utilisation en eau plus profonde que celle rencontrée sur le Mékong, où la boue et la végétation pouvaient facilement obstruer leurs hélices. Par conséquent, en urgence, ils ont émis une demande aux fabricants de bateaux américains pour produire un nouveau type de petits bateaux de patrouille qui pourraient opérer dans des eaux aussi peu profondes que 2 pieds seulement. Entrée la société de Yachts Hatteras de New Bern. Caroline du Nord, plus habituée à concevoir des embarcations de plaisance fluviale, la société a décidé d'adapter l'un de ses designs pour répondre aux exigences de la marine américaine, avec un prototype produit en moins de 7 jours, construit par la société United Boat Builders de Bellingham dans l'État de Washington. Les nouveaux bateaux ont été désignés comme bateaux de patrouille fluviale ou PBR Mark I, ce qui a finalement donné lieu au surnom de PBR. Les PBR étaient de 31 pieds de long et étaient propulsés par 2 moteurs diesel qui produisaient une poussée vers l'avant via des pompes à jet sous-marine, contrairement aux hélices conventionnelles. De plus, au lieu d'un gouvernail, les PBR étaient dirigés en tournant les buses pour les pompes à jet, rendant les PBR extrêmement agiles. La vitesse maximale était supérieure à 25 nœuds, mais peut-être encore plus étonnant que cela était sa capacité à passer de la vitesse maximale à un arrêt complet presque instantanément, grâce à une porte en U montée sur les buses qui pouvait être tournée vers le bas immédiatement, envoyant les jets d'eau vers l'avant au lieu de l'arrière. L'équipage typique était de 4 personnes, avec un capitaine de bateau, un timonier et 2 artilleurs qui maniaient des mitrailleuses de 50 calibres à l'avant et à l'arrière. Le bateau était également équipé d'un lance-grenade, mais comme c'était souvent le cas en temps de guerre, l'armement était officieusement augmenté par leurs équipages à la recherche d'un plus grand impact. Ces bateaux effectuaient des arrêts et des inspections de jonques, de radeaux et de sampans à la recherche de leur ennemi insaisissable, pendant que les PBR étaient constamment conscients que même l'embarcation la plus innocente pouvait abriter une équipe de feu VC, armée d'AK-47 et de RPG. Les hommes qui servaient sur les PBRs étaient des hommes enrôlés, cherchant soit à améliorer leurs chances de promotion, soit simplement des hommes voulant expérimenter le piquant du combat. Dans tous les cas, il y avait beaucoup d'expérience à acquérir car très rapidement, le Viet Cong a reconnu la menace que ces bateaux représentaient pour leurs opérations, les amenant à mettre en place des embuscades le long de la rivière.
Dans certains cas, les PBR et les bateaux WC se livraient à des combats de tir en mouvement l'un contre l'autre. Les combats étaient aussi intenses que ceux qui se déroulaient sur Terre, avec les équipages des bateaux de patrouille comptabilisant plus de 1000 guérilleros communistes tués au combat en 1967 seulement. Mais cela, bien sûr, avait un prix. Les statistiques américaines montrent qu'un marin sur 3 affecté au PBR a été blessé ou tué au combat pendant leur tour de service. Mais il n'y a jamais eu de pénurie de volontaires qui étaient capables de... Les PBR et le Viet Cong ont collaboré pour lutter contre le Viet Cong. Au fur et à mesure que l'expérience s'accumulait, ils ont adapté leur équipement et tactique contre les bateaux du Viet Cong. Les bateaux, répartis le long de la rivière, s'entraidaient en cas d'embuscade. Enfin, le soutien aérien par des Navy UH-1B Hueys transformés en navires de guerre a commencé à coopérer avec les bateaux, apportant une puissance de feu lourde lors des engagements. Les soldats ont commencé à recevoir des PBR Mark II plus capables, qui ont abordé de nombreuses lacunes du modèle original qui sont apparues pendant le combat. Dans leur rôle vital, les PBR ont détruit ou capturé environ 6500 navires soutenant la campagne du Viet Cong. Ils ont également entrepris des opérations de sauvetage au combat, soutenu des équipes de forces spéciales et même livré de l'aide humanitaire aux villes et villages sud-vietnamiens coupés par les forces communistes. Pour leur courage, les PBR ont pu aider les équipages étaient à la fois hautement décorés et respectés, avec 2 recevant la médaille d'honneur, la plus haute distinction pour la valeur dans les forces armées américaines. 14 autres ont reçu la Croix de la Marine, la 2e plus haute distinction du service, tandis qu'un nombre incalculable ont reçu des étoiles d'argent, des étoiles de bronze et des cœurs pourpres. Depuis la fin de la guerre, 5 navires de la marine américaine ont été nommés d'après des membres d'équipage de PBR, soulignant à quel point ces hommes étaient bien considérés, à la fois pour leur courage et, dans de nombreux cas, leur sacrifice. Dès que l'implication des États-Unis au Vietnam est passée d'une aide militaire et d'une formation à un rôle de combat complet, le président américain Lyndon B. Johnson a autorisé une vaste campagne aérienne contre le Nord-Vietnam, appelée Opération Rolling Thunder. L'objectif de l'opération était de forcer les Nord-Vietnamiens à arrêter leur soutien aux insurgés du Viet Cong au Sud-Vietnam en détruisant leur infrastructure militaire et industrielle et en interceptant les lignes d'approvisionnement qui se dirigeaient vers le Sud. Alors que l'opération commençait le 2 mars 1965, la confiance parmi les pilotes de l'US Air Force et de la Navy était extrêmement élevée. Ils disposaient de certains des avions de guerre les plus avancés et capables du monde, tandis que les Nord-Vietnamiens n'avaient qu'une poignée d'hommes et de femmes. L'US Air Force et la Navy étaient les premières à affronter quelques chasseurs nettement moins avancés. Cependant, ce que les Nord-Vietnamiens avaient, c'était d'énormes quantités de canons anti-aériens, mais ceux-ci étaient limités à des altitudes basses et moyennes, ce qui signifie que les avions américains pouvaient les survoler lorsqu'ils se rendaient à leur cible et en revenaient. Cependant, la croyance en la sécurité de l'altitude a été brisée le 24 juillet 1965, lorsqu'un vol de McDonnell Douglas F-4C Phantom II s'est retrouvé l'objet d'une attaque par une nouvelle et mortelle arme, le SAM, ou missile sol-air. Un F-4C a été détruit par un missile S-75 fabriqué par les Soviétiques, connu de l'OTAN sous le nom de Guideline, devenant le premier des 110 avions de l'US Air Force à tomber sous les SAM dans le ciel de l'Asie du Sud-Est. Les commandants US ont permis une riposte contre le site SAM, mais 2 jours après, lorsque les avions US sont arrivés, les armes avaient été remplacées par l'US Air Force. L'US Air Force a été entouré de leurres et de canons anti-aériens. Les avions américains ont plongé pour attaquer ce qui était, sans le savoir, une cible inutile. Et les canons anti-aériens ont rempli le ciel de obus. 4 autres avions ont été perdus. Ce fut un succès écrasant pour les Vietnamiens et un avertissement sévère pour les commandants de l'air américain qu'ils ne pouvaient pas frapper le Nord avec l'impunité qu'ils avaient précédemment espérée. Il fallait faire quelque chose. En août 1965, l'armée de l'air américaine a été déployée au commandement du Pacifique américain. Le commandement du Pacifique des États-Unis a mis en place un programme pour adapter les avions de l'armée de l'air et de la marine afin de neutraliser la menace SAM. Surnommé Iron Hand, le projet visait à équiper les avions d'attaque North American F-100 Super Sabre de capteurs qui pourraient les guider vers les sites SAM en détectant et en suivant le faisceau radar utilisé pour cibler les avions américains.
Le Super Sabre marquerait ensuite la cible avec ses canons de 20 mm ou ses roquettes pour un suivi, une force de Republic Thunder Chiefs pour bombarder la batterie, neutralisant ainsi la menace SAM. Cela semble assez simple, mais il y avait deux très gros problèmes avec ce plan. Premièrement, pour retracer le faisceau radar jusqu'à sa source afin que les Thunder Chiefs puissent attaquer, les Super Sabres devraient eux-mêmes être détectés par le radar, les laissant ouverts à une attaque par des missiles solaires. Deuxièmement, bien que leur équipement à bord puisse donner une direction, ils ne fournissaient pas de portée. Cela signifiait que si les équipages des Super Sabres ne repérèrent pas les sites avec leur capteur par défaut, à savoir le vieil œil humain Mark I, alors ils pourraient très bien se retrouver à voler juste au-dessus de la batterie SAM et se rendre une cible facile. Pour les pilotes, ce type de mission est devenu connu sous le nom de vol de belette sauvage, car comme une belette, ils allaient directement dans la tanière de leur proie. Le premier escadron de belettes sauvages était le 354e escadron de chasseurs tactiques qui volait depuis des bases aériennes en Thaïlande et était composé de pilotes plus habitués à piloter des modèles d'avions monoplaces plutôt que les F-100F Super Sabres. Commencé avec 4 Super Sabres, après 45 jours d'opération contre des cibles nord-vietnamiennes, le 354e n'en avait plus qu'un. 4 membres d'équipage ont été tués et 2 autres capturés, passant le reste de la guerre en prisonniers. 3 autres avaient été blessés par des tirs de DCA et des missiles explosifs. Avec un taux d'attrition aussi terrifiant, 2 des pilotes du cadre original ont constaté qu'ils ne pouvaient pas supporter la pression et ont abandonné. Des équipages et des pilotes de remplacement sont apparus début 1966, mais il était évident qu'il fallait faire quelque chose de plus. Les États-Unis avaient besoin d'une nouvelle arme. L'AGM-45 Shrike était basé sur le missile RR-AIM Sept Sparrow et pouvait détecter et suivre les radars de suivi SAM par lui-même. Cela a permis aux avions de décoller. Toutefois, l'arme de portée relativement courte laissait encore l'avion à risque jusqu'à son lancement. De plus, les Nord-Vietnamiens ont rapidement compris que s'ils allumaient et éteignaient leurs radars de manière intermittente, alors le Shrike n'aurait pas une source radar constante pour le suivre, ce qui le ferait manquer sa cible. Tous ces problèmes ont été résolus avec le missile avancé et plus grand AGM-78, qui était plus qu'un simple missile. Il avait non seulement une portée plus longue, mais aussi un système de mémoire simple installé, ce qui signifiait que même si les Nord-Vietnamiens éteignaient leurs radars, le missile continuerait à voler vers l'endroit d'où provenait le signal. Les Wild Weasels ont mené une campagne brutale jusqu'à leur dernière mission en 1972. Au combat, 46 F-105G ont été perdus pendant la guerre, tandis que beaucoup d'autres ont subi de lourds dommages dus au combat ou à la fatigue. Quant au nombre de sites SAM qu'ils ont détruits, il est difficile à déterminer, avec des chiffres allant jusqu'à 50% des sites SAM opérationnels, à un moment donné étant détruits par les Wild Weasels. Ce qui est certain, cependant, c'est que leur simple présence a sérieusement entravé la capacité des opérateurs de missiles nord-vietnamiens à cibler les avions de frappe, et les armes et tactiques développées dans le ciel du Vietnam ont jeté les bases de la prochaine génération de Wild Weasel, le F-4G Phantom II, qui a connu un succès sans précédent. La vue des hélicoptères UH-1. Lui envahissant le ciel comme des abeilles en colère alors qu'ils transportèrent des dizaines voire des centaines d'hommes à travers le pays est probablement l'image la plus durable de la guerre du Vietnam. L'image marquante de la guerre du Vietnam est probablement celle des hélicoptères Utility Helicopter 1 Huey envahissant le ciel. Atterrissant dans des zones dégagées par l'United States Air Force, les soldats y établissaient un périmètre défensif avant de se déplacer. Cependant, très rapidement, les forces américaines ont appris que l'atterrissage dans une zone de combat ne signifiait pas nécessairement que le danger les guettait de tous côtés, car parfois le danger venait d'en dessous. Le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne ont largement utilisé des tunnels souterrains pour soutenir leurs opérations. Ces tunnels variaient en taille, allant de petites excavations utilisées pour trouver un abri et un répit face au combat, à de grands complexes souterrains complexes et étendus, équipés de zones de stockage, de toilettes, d'hôpitaux et même de salles de classe pour l'endoctrinement politique, tous hors de vous des forces américaines qui marchaient au-dessous. Dans certains cas,
Les Vietnamiens ont même creusé des tunnels sous les bases américaines pour mener des attaques surprises et des assassinats de hauts responsables. La Seconde Guerre mondiale était une période incertaine pour l'armée américaine. Les entrées des tunnels étaient si petites qu'elles étaient conçues pour qu'un adulte vietnamien moyen puisse s'y glisser. Par conséquent, pour la majorité du personnel de service américain, il leur était impossible de se faufiler à travers. L'usage de grenades et de gaz lacrymogènes dans les tunnels pour tenter d'éliminer des individus n'a connu qu'un succès limité. Les troupes américaines et australiennes ont tenté d'utiliser des chiens pour entrer et traîner les soldats ennemis hors des tunnels, mais les chiens ne pouvaient pas sentir, et après un certain temps, leurs dresseurs ont catégoriquement refusé de sacrifier davantage d'animaux en vain. Il a donc été décidé de former un groupe d'ingénieurs de combat spécialisés, de taille similaire à leurs homologues vietnamiens, pour entrer dans les tunnels, recueillir des renseignements, tuer ou capturer quiconque à l'intérieur, et finalement poser des charges pour détruire le tunnel. Ces hommes étaient sans connus sous le nom de tunnel rats, et il y a eu peu de métiers en temps de guerre qui pourraient se comparer à l'horreur du tunnel. Compte tenu des dimensions physiques requises pour le rôle, beaucoup de tunnel rats étaient assez jeunes, avec des soldats aussi jeunes que 17 ans, recevant la formation spécialisée aux États-Unis, de sorte qu'aussitôt qu'ils avaient 18 ans, ils pouvaient être envoyés au Vietnam, parfois le jour même de leur anniversaire. La formation était très dure. On leur enseignait le combat rapproché, comment identifier les pièges très variés et hautement créatifs créés par le Viet Cong et comment poser des charges explosives. Mais peut-être plus que tout, leur formation mentale était prioritaire, leurs instructeurs inculquant une mentalité de tuer ou être tué sans questionnement à leurs recrues. Cependant, même avec la meilleure formation, il n'y avait aucune garantie de succès une fois dans les tunnels. Les armes lourdes sur lesquelles les troupes américaines comptaient en bataille étant en réalité un obstacle dans les tunnels rats étaient rarement armés de plus qu'un pistolet de 9 mm. Même alors, on leur apprenait à ne tirer que si c'était absolument nécessaire, car dans l'obscurité, les tunnel rats pouvaient tirer à tout moment, et l'éclat du canon d'un pistolet standard suffisait à les aveugler temporairement, tandis que le bruit du tir se propagerait dans tout le tunnel, alertant davantage l'ennemi. Les tunnel rats opéraient généralement en équipe de 2 hommes, avec un homme de tête qui entrait en premier, suivi peu après par un homme de soutien. Cela signifiait que l'homme de tête avait du soutien s'il était touché par un ennemi, ou blessé par l'un des nombreux pièges posés par un adversaire en retraite. Cependant, dans certains cas, il n'était pas rare que les 2 hommes se séparent, alors qu'ils tâtonnaient leur chemin à travers le labyrinthe souterrain noir comme de l'encre. Les vétérans des tunnels rats ont également souvent raconté comment, dans certains cas, ils tombaient directement sur un soldat ennemi sans savoir qu'il était là, si près qu'ils pouvaient les sentir. Mais comme l'a expliqué un ancien tunnel rat nommé Douglas Graybill Jr., la plus grande peur liée à de telles opérations était de sortir des tunnels. La plupart du temps, ils ignoraient ce qui se passait. Ils ignoraient où ils se trouvaient et s'ils allaient d'ailleurs croiser des visages amis ou ennemis. Il n'était pas rare que les rats de tunnel sortent d'une entrée de tunnel pour être immédiatement abattus ou bâillonnés par les troupes ennemies qu'ils poursuivaient. Dans les tunnels, la claustrophobie couplée à la peur des pièges et des troupes ennemies était souvent suffisante pour briser même les esprits les plus endurcis. De nombreux rats de tunnel ont souffert d'un trouble de stress post-traumatique invalidant après la guerre, avec des symptômes souvent moins sévères que d'autres. Ils étaient moins sévères que d'autres rats de tunnel. Certains symptômes provenaient de leurs expériences souterraines. Certains, par exemple, ne pouvaient pas dormir sans que la lumière de leur chambre soit allumée, car leur esprit retournait immédiatement à l'état d'être piégé dans l'obscurité. D'autres ont même découvert qu'ils ne pouvaient pas rester à l'intérieur trop longtemps sans être submergés par la peur que la mort les traquait. Au total, il y avait environ 700 rats de tunnel spécialement formés. Parmi ceux-ci, 36 ont été tués et 200 autres blessés, un taux d'attrition de 1. Quant aux survivants, nous ne saurons peut-être jamais combien de préjudices ils ont subis psychologiquement de leurs expériences et comment cela a affecté le reste de leur vie. Pour beaucoup d'entre eux, il serait sûr de dire que même s'ils ont continué à vivre longtemps chez eux, ils n'ont jamais complètement laissé derrière eux les tunnels du Vietnam. Et voilà les métiers les plus mortels de la guerre du Vietnam. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.